Je vais vous parler d'épidémie, épidémiologie et épidémiologie mathématique de façon très brève, mais juste pour situer un peu le contexte. Euh, ce que je vais faire, c'est donc couvrir l'épidémie, les épidémies, ce que c'est, l'épidémiologie mathématique, et puis les variantes, notamment l'épidémiologie computationnelle, qui est un domaine qui émerge de nos jours, et l'utilisation des données en épidémiologie. Donc, pour commencer, les épidémies, et bon, ce n'est pas mon but de couvrir ça, il y a des cours entiers sur la propagation des maladies et tout ça. Donc ici, vraiment, je vais donner un aperçu bref. Euh, je je vais quand même signaler que ce qui est important, c'est que les épidémies, si vous pensez à l'histoire écrite, ça fait partie des premiers événements qui sont rapportés dans l'histoire. J'aurais dû mettre un H majuscule ici. Euh, et je pense que c'est tout à fait normal dans un sens, surtout à une époque, il y a 2500 ans et quelques, euh, où la médecine était quasiment inexistante, et bien une épidémie qui arrivait dans un lieu et qui décimait la population de ce lieu, c'est quelque chose que les gens euh, gardent en mémoire. Et donc c'est normal que ce soit des événements qui ont été abondamment décrits, même dans les premiers textes historiques. Et là, donc, je prends la page, enfin, j'ai traduit la page Wikipédia en anglais parce que elle est plus complète que la page française. Donc, voici ici une liste des premières épidémies connues. Euh, donc, la peste de Megiddo. Bon, là, très peu est su à ce sujet, mais par exemple, la peste d'Athènes, qui est décrite abondamment, enfin abondamment, qui est joliment décrite dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Et donc celle-là, c'est probablement, on l'appelle la peste d'Athènes, mais c'est probablement une épidémie de typhus, de fièvre typhoïde ou peut-être euh, une fièvre hémorragique. Et en tout cas, elle a fait, oh, j'ai le nombre de décès, là, ça devrait être 100 000. Elle a fait un nombre de décès assez conséquent. Et comme je disais, elle est très joliment décrite dans le livre de... Enfin, très joliment. De façon, elle est décrite de façon très intéressante dans le bouquin de Thucydide. Ensuite, il y a plusieurs autres épidémies. La peste antonine, qui a été une épidémie majeure, celle-ci. Il est estimé qu'elle ait fait entre 5 et 10 millions de morts. Euh, il y a des pestes en Chine, la peste de Cyprien, la peste de Justinien. Donc, vous voyez, là, c'est l'ère commune. Avant, c'était avant l'ère commune, mais jusqu'à à peu près les années 700, 800, vous avez des épidémies qui ont, bon, dans certains cas, c'est pas très bien connu, mais dans d'autres cas, par exemple, cette épidémie de variole en 735, qui a probablement tué un tiers de la population japonaise de l'époque. Donc, comme je disais, c'est des événements traumatiques majeurs pour une population à cette époque, et même si les enregistrements historiques ne sont pas aussi fiables que ce qu'on fait maintenant, il est clair que c'est des événements qui ont été enregistrés par les historiens de l'époque. Euh, En termes de coût humain, et bon, il y a plusieurs façons de voir les coûts humains. Ici, là, je vais parler de coût humain en termes de mortalité. Mais quand vous pensez aux épidémies, il y a aussi des gens qui ont été affectés sans être morts, etc. Mais n'empêche que, donc, en termes de coût humain, la plus grande catastrophe de ce type, c'est la Grande Peste, qui a probablement
tué entre 75 millions et 200 millions de personnes. Et par exemple, à l'époque, a tué entre 30 et 60% de la population européenne de l'époque. Euh, la grippe espagnole a eu un impact énorme au début du XXe siècle, enfin juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, encore une fois, les données sont pas très claires. On ne sait pas exactement, parce que c'est toujours difficile avec les épidémies de savoir si les gens sont vraiment morts de la grippe, par exemple dans ce cas, ou s'ils sont morts d'une maladie reliée. Euh, et aussi, quand vous êtes dans une situation de pandémie, c'est dur de garder, de vraiment arriver à compter tous les décès. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand degré d'incertitude en termes de la mortalité, mais bon, il faut garder en tête que c'est quand même des mortalités très très élevées. Donc voilà, vous avez une liste là euh, des pestes, souvent des pestes, en termes de leur impact humain. Ensuite, il reste des maladies dont on parle moins souvent et qui pourtant sont des maladies qui restent des maladies très négatives pour une partie de l'humanité. Donc la tuberculose, par exemple, en 2020, on estimait qu'il y avait à peu près 10 millions de cas de tuberculose et 1,5 million de décès impliqués par la tuberculose. Donc maintenant, la maladie, la Covid a dépassé ce nombre de décès largement, mais pendant un moment, et on ne parle pas de la tuberculose parce que la tuberculose est une maladie de la pauvreté, mais c'est une maladie qui tue encore beaucoup de gens dans le monde. De même, la malaria, le paludisme, euh, entraîne environ 500 000 morts par an. Et c'est dans ce cas des morts principalement d'enfants. Euh, donc ça, c'est deux grandes maladies qui restent très présentes, qu'on oublie un peu parce que justement, ce ne sont pas des maladies qui frappent l'Ouest tant que ça, mais ça reste des maladies qui font énormément de dégâts. Et par extension, on appelle maladie tropicale négligée, donc en anglais c'est Neglected Tropical Diseases, donc NTD. C'est des maladies souvent endémiques, parfois cause de mortalité majeure, mais de la même manière que je le disais pour la tuberculose ou la malaria, ou le paludisme, ce sont des maladies qui touchent principalement des pays pas de l'Ouest, et donc que beaucoup de gens ignorent. Et là, vous avez une liste de ces maladies que j'ai copiées. Alors, au sujet des maladies tropicales négligées, il n'y a pas de consensus quant aux maladies qui font la liste, mais celles que je vous ai mises ici sont celles qu'on considère les plus fréquemment. Euh, donc, par exemple, vous voyez la dengue et le chikungunya qui font partie de ça, qui maintenant ont peut-être fait des retours dans les pays plus riches. Euh, voilà. Oups. Donc maintenant, comme je le disais, c'est une revue très très rapide de la chose, hein. Comme, je sais que dans mon université, par exemple, il y a quelqu'un qui avait fait un cours sur l'histoire des épidémies. Euh, c'est un cours entier d'un semestre, donc il y a énormément de choses à dire. Mais ici, bon, c'est à peu près tout ce que je vais dire. Euh, donc l'épidémiologie maintenant, c'est l'étude de ces maladies. Et alors, je vais prendre la définition de Wikipédia et une autre définition du British Medical Journal. Donc en français, celle-là c'est la page française de Wikipédia, vous voyez que l'épidémiologie est définie comme une discipline scientifique qui étudie les problèmes de santé dans les populations humaines. Alors, par extension, on va aussi parler d'épidémiologie animale, mais je reviendrai sur ça plus tard. Donc, on étudie les problèmes de santé dans les populations humaines, la fréquence et la distribution des problèmes de santé dans le temps et l'espace, c'est important.
et les facteurs qui ont une influence sur la santé et les maladies dans la population. En anglais, vous voyez que la définition qui est donnée est assez similaire, d'accord, mais vous voyez que la deuxième partie de cette définition parle de euh, planifier et évaluer les stratégies de contrôle. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on reviendra parce que l'épidémiologie mathématique, dans une grande mesure, elle essaie de justement euh, euh, participer à cette planification et à cette évaluation des stratégies de contrôle. Bon, au niveau étymologique, l'épidémiologie, ça vient de épidémos et logos. Vous l'avez là, d'accord, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est l'étude de les choses qui arrivent au peuple. Alors, si vous voyez la définition qu'on avait avant, en fait, on peut dire plus ou moins que la définition que j'ai donnée avant, elle s'adresse à trois questions particulières. C'est qui est affecté par une maladie, quand est-ce qu'ils sont affectés et où ils sont affectés. Donc, euh, vraiment, c'est qui est touché par la maladie, quand c'est quelle est la chronologie de l'infection dans la population, et où est-ce que les problèmes ont lieu. D'accord? Et ça, il faut bien comprendre que en épidémiologie, fréquemment, on va parler en termes d'une population. Et c'est très important de savoir quelle est l'étendue géographique qu'on considère. Et on verra ça plus loin dans le cours, que l'étendue géographique a un rôle très important à jouer. Alors, juste une remarque en passant. Si vous venez à l'épidémiologie depuis les mathématiques, il faut se rendre compte que c'est un domaine c'est un domaine qui existe depuis un bon moment. Il y a une terminologie qui est assez différente de la terminologie que nous, on utilise en tant que mathématiciens. Et des fois, c'est bien de regarder un petit peu ce qui se passe. Et pour ça, je préciserai, là, j'ai deux papiers. Bon, j'étais impliqué dans le premier, là, mais le deuxième, c'est un papier par un collègue et un ancien postdoc à lui, où on a essayé, enfin les deux papiers tentent de donner une espèce de lexicographie des termes épidémiologiques à destination des gens comme nous, des mathématiciens qui ne connaissent pas forcément les termes consacrés du domaine. Et c'est important parce que je parlais dans le cours d'introduction, enfin dans le chapitre 0, du fait qu'il est important d'essayer de se mettre en contact, si on veut, avec des praticiens, si on veut avoir un impact, et comprendre comment ils utilisent certains mots, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de prendre un petit moment pour comprendre. Parce que la façon dont les praticiens de l'épidémiologie, donc vraiment soit les cliniciens, soit les gens de terrain en santé publique, vont utiliser des termes qui sont un peu différents des nôtres. Alors, au niveau de qui, euh, épidémiologie, alors c'est un domaine où il y a un peu de variation. Euh, En général, on parle d'épidémiologie quand on parle d'humains. Mais très fréquemment, les gens vont aussi parler d'épidémiologie animale. Il y a un terme consacré qui s'appelle épizootie. C'est une maladie qui est dans une population animale. Mais souvent, les gens vont aussi dire épidémiologie animale. Les deux sont valables. Une panzootie, c'est comme une pandémie pour les animaux. Je vais revenir sur le terme pandémie là. Et je vais juste mentionner qu'il y a une émergence ces dernières années d'une espèce de façon de penser qu'on appelle une seule santé, en anglais c'est One Health, qui considère une approche holistique, disons, de la santé en tant que phénomène qui implique les humains, les animaux, l'environnement. C'est-à-dire, on l'a vu régulièrement lors de cas d'introduction de maladies, par exemple Covid, Covid-19, on sait que c'est une maladie qui vient de l'animal et qui est passée chez l'homme.
Les mécanismes de ce passage ne sont pas forcément compris, mais l'origine animale de la maladie ne fait aucun doute. D'accord? Donc, une seule santé, c'est un paradigme qui essaye de, d'ailleurs j'ai un petit graphique là pour illustrer, qui essaye de comprendre les phénomènes de santé comme participants d'un tout qui implique les animaux, les traitements, euh, etc. D'accord? Il y a des, euh, il y a des ressources bibliographiques assez étendues sur une seule santé. Je crois que ça, c'est, si je me rappelle bien, c'est une image que j'ai, enfin que je lis depuis, je vais pas copier, que je lis depuis, je crois, le Lancet, qui a une section maintenant One Health dans le journal. Alors maintenant, quand on réfléchit à quand, il y a beaucoup de questions. Mais déjà, dans ce cours introductif, là, je veux passer un petit moment, mais quelques secondes, à décrire deux termes qui sont très utiles, très utilisés aussi, et qui sont souvent mal compris par les modélisateurs. Donc, euh, en épidémiologie, on parle énormément d'incidence et de prévalence. Donc, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas dans une population qui sont générés pendant une certaine période de temps. Tandis que la prévalence, c'est le nombre de cas de maladie présents à un instant donné. D'accord? Alors, je reviendrai sur ça dans les modèles, mais la distinction est très importante et souvent mal comprise par les gens quand ils se lancent dans l'épidémiologie. Euh, comme je disais, j'y reviendrai, mais je vais juste mentionner ici ce que je veux dire. Quand vous faites un modèle SIR, I de T, c'est la prévalence. Ce n'est pas l'incidence. Alors on l'a noté I, euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est la prévalence. Et c'est la façon I' de T, donc la dérivée de la prévalence, donne l'incidence. Donc il faut se rendre compte de cette distinction. Une autre chose sur laquelle on reviendra de multiples fois et que je voulais introduire ici, c'était les courbes épidémiques. Donc là, on les utilise typiquement pour compter les nouveaux cas en fonction du temps, c'est-à-dire l'incidence. D'accord? Donc c'est des courbes d'incidence. Et typiquement, vous allez voir deux types de courbes. Vous allez voir quand il y a peu de cas, c'est des courbes individualisées, des diagrammes en bâton. Et quand il y a beaucoup de cas, on va faire une courbe continue, plus ou moins continue, parce que, enfin, elle va être continue, mais avec beaucoup de petits sauts, euh, donc quand il y a beaucoup de cas. Euh, c'est des courbes que, bon, on reverra, mais là, je voulais vous montrer deux exemples. Donc là, par exemple, c'est le début de la propagation du SARS-CoV-2 à Hong Kong au début de 2020. Et vous voyez que non seulement on a des bâtons qui représentent le nombre d'individus infectieux, détectés infectieux, mais on a aussi classifié ces individus, classé ces individus en termes de s'ils sont, par exemple, dans un cluster de cas qui est initié localement, ou est-ce que c'est un cluster qui est initié par un cas importé, etc. D'accord? Donc ça va être, ça va avoir son importance plus loin. Mais donc on peut représenter les choses comme ça. Mais vous voyez qu'ici, là, j'ai 50 individus au plus. Euh, Quand les choses deviennent plus graves, souvent on passe à des courbes. Alors on va toujours peut-être des fois montrer les bâtons, mais fréquemment on va passer en fait au nombre de cas par jour. Vous voyez là c'est le nombre de cas de Covid-19 en Afrique et le nombre de décès en Afrique pendant la première année, enfin de février à novembre 2020. Vous voyez que là maintenant la courbe euh, épidémique est plus informative que les bâtons. Et je veux juste préciser quelque chose, c'était ça sur lequel j'hésitais avant. Euh, on va rarement avoir le même type de courbe, et ça c'est l'une des grandes différences avec le fait que quand on fait de la modélisation, ce type de courbe, mais avec une prévalence, est très 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 compliqué à obtenir.
Il faut comprendre que la détection de nouveaux cas, c'est quelque chose qui est enfin, facile, entre guillemets. Vous détectez un nouveau cas et vous dites, voilà, aujourd'hui, je me suis rendu compte que Julien est malade. Le temps, la prévalence suppose que je sais combien de temps chaque individu qui est malade reste malade. Donc il faudrait que, par exemple dans une période d'épidémie, je sois en mesure de suivre chaque individu que je diagnostique comme étant positif à la maladie et que tous les jours je vérifie par exemple que ces individus-là sont encore positifs. C'est pour ça que très rarement, vous allez voir des courbes de prévalence. Alors que, en tant que modélisateur, quand vous allez présenter vos résultats, il est très probable que vous ferez à un moment donné une graphique où vous avez I de T, euh, donc la prévalence en fonction du temps. Mais il faut bien comprendre qu'en pratique, cette prévalence est très très compliquée à établir. Alors maintenant, un peu de terminologie pour où. Où est la maladie? Donc, on parle d'épidémie pour les maladies qui traversent une population, typiquement. On parle de pandémie quand on a une épidémie, mais qui s'est étendue à un grand nombre de régions. Et on parle d'endémie quand la maladie est établie, elle est résidente dans une population. Alors, on ne parle pas de pandémie, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais on parle donc d'endémie et de pandémie. Euh, je vais revenir sur ça dans 2 minutes, 2 secondes, presque. Euh, un autre, une autre façon de considérer le où, vraiment là, au niveau spatial, et c'est quelque chose qu'on regardera plus loin dans ce cours, c'est vraiment la localisation spatio-temporelle des cas. Et là, il y a un cas très très connu qui est probablement le premier vrai travail d'épidémiologie spatiale, qui est John Snow avec l'épidémie de choléra de Londres de 1854. Donc ça, c'est un cas très connu. John Snow était un médecin à Londres et il y avait une épidémie de choléra qui tuait beaucoup de gens. Et ce que vous voyez là, c'est une carte qu'il a fait où il a recensé les morts de choléra dans la région où elle avait lieu, où cette mortalité avait lieu à Londres. Et en fait, ce dont il s'est rendu compte, c'est que cette rue-là, Broad Street, euh, il y avait une pompe à eau ici. Et que, en fait, tous les cas étaient localisés proches de cette pompe. Donc, en fait, il a déduit que le choléra se propageait de cette façon. Et vous voyez la phrase, là, j'ai trouvé que toutes les morts avaient eu lieu dans une courte distance de la pompe de Broad Street. Et ça a permis ils ont nettoyé la pompe, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait, mais bon, ils ont adressé le problème en se rendant compte que c'était là d'où venait le problème. Alors, en termes de propagation, pour revenir à quelque chose comme je le mentionnais avant, il y a un problème de spatialité dans la chose. Donc, je vais vous montrer un graphique dans le transparent suivant qui montre un petit peu les mécanismes, comment on peut penser à la propagation. Et je vais utiliser un certain nombre de termes que je voulais clarifier ici. Donc, quand on dit qu'une maladie se propage, bah, évidemment, elle peut se propager à un haut niveau. Mais typiquement, dans le cas que je vais vous montrer, quand je dis qu'une maladie se propage, c'est qu'on observe quelques cas isolés. Une éruption, alors ça, c'est un terme qui n'existe pas en français à proprement parler. C'est ce qu'on appelle un outbreak en anglais. On a un nombre de cas qui augmente rapidement, mais très localement. C'est très localisé dans l'espace, souvent dans le temps aussi. On obtient une croissance souvent exponentielle, mais très locale. Ensuite, on parle d'épidémie quand ce phénomène est un peu plus général. Là, la distinction est difficile à faire, d'accord? Mais bon, c'est plus ou moins ce qu'on fait. Donc l'épidémie, c'est l'augmentation et la propagation rapide d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. Donc c'est à peu près pareil qu'une éruption, mais l'éruption, il faut le voir vraiment comme le petit début, alors que l'épidémie, c'est ce qui se passe à plus long terme. Une endémie, comme j'ai déjà dit, c'est la persistance d'une maladie infectieuse dans une région donnée.
Et une pandémie, c'est une épidémie qui s'étend à plusieurs régions. Et donc, bon, d'abord, je vais vous montrer ce graphique-là. Donc là, ce que vous avez, je vais essayer de me mettre hors du chemin. Je peux me faire disparaître pendant le temps de vous montrer ça. Donc, ce que vous avez là, c'est les étapes possibles. Donc, à gauche, vous avez l'existence de facteurs de risque à la maladie. Donc, la maladie est potentiellement, euh, elle peut se propager dans ce lieu. C'est-à-dire qu'il y a une population à risque. Il y a, par exemple, quand vous pensez en termes de maladie vectorielle, le vecteur est présent localement, etc. Donc, les conditions sont favorables à la propagation de la maladie, mais la maladie n'est pas là. La phase ensuite, c'est la propagation locale, très discrète, disons, de la maladie. Plus tard, on observe une éruption. Alors, je vais prendre le chemin normal, là en bas. Une éruption. Cette éruption peut se transformer en épidémie, et à son tour, cette épidémie peut se transformer en pandémie. Et à chaque fois, il est possible de retourner, évidemment, dans cette chaîne. C'est-à-dire que vous êtes en épidémie, ben, si les choses se calment, ben, il n'y a plus que quelques petites éruptions. Vous êtes en pandémie, si les choses se calment, vous avez une épidémie, etc. Donc il est possible de suivre dans les deux sens. Et ensuite, il est aussi possible d'avoir deux autres états de propagation. Il y en a un qui est l'état idéal, qui est l'éradication de la maladie. Donc la maladie est au moins localement euh, éradiquée pendant, on ne constate plus le cas, ou bien on passe en régime endémique. Et vous voyez que l'éradication, en fait, elle ne peut pas avoir lieu directement depuis une endémie ou depuis une épidémie. Il faut être dans une phase où il n'y a pratiquement plus de cas, donc une éruption ou bien une propagation de bas niveau pour pouvoir éradiquer. D'accord? Donc, voilà. Et pardon, j'ai oublié de détailler ça, les graphes que vous avez en bas là, ils vous montrent que euh, l'épidémie, donc la probabilité annuelle que l'un de ces événements ait lieu, elle, elle commence très très fort, elle est plus forte pour ce type d'événement et beaucoup moins forte pour une pandémie. Donc la probabilité annuelle d'une pandémie est très faible. La probabilité annuelle d'existence de facteurs de risque pour une certaine maladie, ben, il y a des endroits où elle est 1, d'accord? Mais de façon inverse, l'impact, la sévérité de la maladie, son impact sur l'économie et la santé, elle marche dans le sens inverse de la probabilité de survenue. D'accord? Donc, ça, quand vous avez des facteurs de risque, si vous n'avez pas de maladie, ben, ça n'a pas d'impact. D'accord? Tandis que si vous allez vers une pandémie, ben, on a tous vu l'impact de la pandémie de Covid-19. Euh, voilà la situation qu'on ne veut pas voir. Et l'OMS, en termes de ces choses-là, ils ont établi une espèce de protocole. Bon, là, c'est pour l'influenza, donc la grippe, mais ça nous donne une espèce de gradation des phases de propagation. Donc là, ce que vous voyez, c'est que il y a 6 phases dans une pandémie. La première phase, c'est une phase où il n'y a pas de rapport, donc on ne reçoit pas d'informations nous disant il y a infection d'humain par un virus influenza animal. Ensuite, la phase 2, qui est encore une phase de faible risque. Maintenant, on a un virus influenza animal qui circule dans une population domestiquée, et des fois, on a noté quelques cas chez les hommes, les humains. Ensuite, on a une alerte pandémique quand on a des cas sporadiques, des petites éruptions, ok, des petites éruptions chez les humains, mais on n'a pas observé encore de transmission humain à humain. Donc H2H, c'est une abréviation que vous verrez souvent en épidémiologie, c'est human to human, ou humain à humain. Euh,
Et donc, on n'a pas vraiment d'outbreak, on a juste des petits cas. Donc, on a la transmission, dans mon graphique précédent, c'est de la transmission, la propagation locale. Maintenant, le phase 4, c'est on a la propagation locale et on a des petits clusters, des petites éruptions. Et enfin, les deux stades les pires, les 5 et les 6. euh, Maintenant, dans le phase 5, on a des propagations locales dans la même zone OMS, mais deux lieux différents. Et la phase 6, la phase de pandémie avérée, c'est quand il y a au moins deux régions OMS qui sont touchées. Alors, je devrais mentionner, d'avancer, j'ai enlevé le transparent, mais j'aurais dû le laisser. C'est un peu bizarre, cette définition spatiale, parce que les zones OMS sont, pour la plupart, très étendues. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle PAO, qui est l'organisation panaméricaine de santé, qui est une zone OMS et qui couvre depuis le nord du Canada jusqu'au sud de l'Argentine et du Chili. Et si vous pensez en termes d'influenza, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'influenza, elle a un régime de propagation dans les zones non tropicales qui est euh, très clivé dans le temps, c'est-à-dire que l'influenza se propage principalement pendant l'hiver dans les zones non tropicales. Dans les zones tropicales, elle se propage plus ou moins toute l'année. Mais dans les zones non tropicales, l'influenza se propage plutôt l'hiver. Et donc, si vous observez dans la région de santé panaméricaine des cas dans le nord et dans le sud en même temps, normalement, vous devriez déclarer une pandémie. Mais la façon dont cette chose est faite dit que non. Donc, bon, il y a toujours des petits problèmes avec les définitions, mais ça, c'est une définition qui a un petit problème. Maintenant, un autre aspect, c'était l'aspect qui était dans la définition du British Medical Journal, et qui était que l'épidémiologie, c'était aussi la lutte contre les infections. Et pour ça, donc, en gros, on a la prévention des maladies et on a la gestion des maladies. La prévention, typiquement, on a des mesures prophylactiques, ce qu'on appelait les interventions non pharmaceutiques pendant la Covid, mais aussi des interventions pharmaceutiques, c'est-à-dire que par exemple, si vous pensez à la grippe, vous pouvez prendre des médicaments de façon prophylactique, normalement pour vous protéger contre le virus. Des trucs comme Tamiflu, ils sont autorisés de façon prophylactique et de façon curative. C'est-à-dire que vous pouvez prendre du Tamiflu normalement pour vous prévenir contre l'infection et aussi, une fois que vous êtes infecté par la grippe, pour vous guérir. Donc, les mesures prophylactiques qui sont pharmaceutiques et non pharmaceutiques, puis la vaccination, qui est évidemment l'une des meilleures méthodes de prévention des maladies que l'on ait. Et ensuite, il y a la gestion des maladies, qui est la prévention de la propagation, donc par exemple en hôpital, et le traitement. Donc, au niveau de l'immunisation, c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. C'est la variole contre lequel on a eu les premiers mécanismes. Donc, il y a un livre en chinois, par exemple, de 1549 qui explique comment faire. Et donc là, par exemple, ce qu'il prenait, c'était il prenait les vésicules, il les pulvérisait, il les soufflait dans le nez des individus sains. Alors, la variolation induisait donc ça s'appelle la variolation, ça. Ça induisait une mortalité non négligeable, donc 0,5 à 2% des cas, mais c'était beaucoup plus bas que la normale, qui est à peu près 20%. Ensuite, il y a Jenner qui, à la fin du XVIIIe siècle, a introduit une inoculation plus sûre, qui est vraiment la vaccination. Et dans les années 1880, Pasteur a étendu la vaccination au choléra du poulet, l'anthrax chez l'animal et la rage chez l'humain, qui est le cas qui est le plus connu des contributions de Pasteur. Alors je précise qu'à cette époque,
euh, ce qu'on appelle l'immunité de groupe, sur laquelle je reviendrai dans un autre cours, c'était pas un concept qui existait. Et donc, on utilisait l'immunisation uniquement dans un but de prévention individuelle. D'accord. Ce sera important plus loin quand on revient sur le problème de l'immunité de groupe. Alors, juste pour clarifier quelque chose, euh, parce qu'il y a des débats sur la vaccination, voilà la courbe du nombre de cas de rougeole euh, par an aux États-Unis. Les données américaines sont disponibles en ligne et de bonne qualité. Euh, et vous avez, donc là j'ai matérialisé trois périodes. La période en blanc à gauche, c'est la période pré-vaccinatoire. Euh, la période en gris clair au milieu, c'est la période pendant laquelle un seul vaccin était recommandé. Et la période gris foncé, c'est quand la politique a changé et qu'on a commencé à recommander de faire 2 doses de la vaccination anti-rougeole. Et ce que vous voyez, et alors je devrais préciser, là c'est les cas par an. La mortalité, c'était à peu près un dixième de ça. Donc vous prenez cette courbe, vous divisez par 10 et vous avez la mortalité conséquente qui est arrivée. Ce que vous pouvez voir, c'est que la vaccination a essentiellement éradiqué la rougeole. Il y a des problèmes très intéressants actuellement en termes de modélisation par rapport à la résistance à la vaccination. C'est quelque chose dont je reparlerai un peu plus tard. Mais vous voyez là un exemple assez probant de l'impact de la vaccination. Et je dois préciser que cette courbe, elle remonte un petit peu. Bon, là, on ne le voit pas sur cette taille de graphique, mais la courbe est remontée dans ces dernières années du fait de, ben justement de ces attitudes changeantes par rapport à la vaccination. Alors maintenant, l'épidémiologie mathématique, alors je précise, je vais très très brièvement couvrir la chose. C'est un domaine relativement ancien, enfin, pas si ancien que ça, mais c'est un domaine un peu ancien, mais qui a vraiment émergé très récemment, dans les 20 dernières années. Je vais donner une petite anecdote. Quand j'ai été postdoc, donc au début des années 2000, j'allais dans des conférences de mathématiques, de biologie mathématique. Et typiquement, on nous mettait, nous les épidémiologistes, dans une petite salle au fond. On était une dizaine ou une quinzaine à parler de propagation des maladies. Et ça, c'était le début des années 2000. Et maintenant, vous allez des fois dans des conférences et 90% des exposés, c'est l'épidémiologie mathématique. Ce qui, je pense, n'est pas forcément génial. Mais il y a eu vraiment un changement énorme euh, de popularité du sujet. Et bon, je vais aussi pas passer longtemps parce que je vais vous parler d'épidémiologie mathématique et c'est un peu bizarre de faire une historique sans avoir les outils. Donc, je vais faire vraiment quelque chose de très rapide. Je vais mentionner à peu près ce qui est typiquement considéré comme étant le premier papier d'épidémiologie mathématique. C'est un papier de Daniel Bernoulli en 1760. Et j'ai inclus sur le site web un scan à la enfin il y a un scan de la BNF, pardon, et j'ai extrait ce papier en particulier, je l'ai mis sur mon site web, parce que le scan de la BNF comprend tout le module, le numéro des comptes rendus. C'est probablement le premier modèle épidémique. Et je parlais tout à l'heure d'inoculation contre la variole. Et donc, c'est un modèle d'inoculation contre, ça devrait dire contre la petite vérole, la variole. D'accord? Vous voyez, mémoire mathématique et de physique, et c'est d'une analyse de la mortalité causée par la petite vérole et les avantages de l'inoculation. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancien, ok? Euh, Très joli modèle, au passage. Euh, voilà. Les grands débuts de l'épidémiologie mathématique, donc il y a Bernoulli, mais bon, c'est pas très connu. Les grands débuts, c'est Ross.
Fin 1800, Ross a observé les parasites du paludisme, la malaria, dans le système digestif d'un moustique qu'il avait nourri quelques jours avant sur un humain positif au palu. Donc il a prouvé que le moustique était le vecteur du paludisme. Il a obtenu le prix Nobel de médecine en 1902, l'un des premiers prix Nobel en 1902 à cause de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Ross, c'est un médecin, mais c'est un médecin qui s'est beaucoup intéressé à la modélisation mathématique. Il y a un papier de 2012 là, que vous pouvez aller, que j'ai lié, qui donne une historique un petit peu de ces travaux. Et il y a un autre papier que j'ai mis ailleurs, un peu plus loin, qui aussi parle de ça. C'est c'est assez frappant et de toute façon, d'ailleurs, j'avance. Un autre modèle majeur, et c'est un autre modèle publié par des médecins, Kermack et McHenry, qui étaient également médecins. Et eux, ils ont défini ce qui est probablement l'un des plus grands, des modèles les plus connus en épidémiologie mathématique. Et ça date de 1927. Je ne vais pas vraiment passer sur les modèles de Ross, bien qu'on verra des choses un peu similaires. Par contre, je vais vous parler du modèle de Kermack et McHenry en beaucoup plus de détails. Euh, Comme je disais, intéressant parce que c'est de nouveau les médecins qui se sont dit que pour essayer de comprendre la propagation, il fallait qu'ils utilisent des mathématiques. Ensuite, un peu plus tard, il y a MacDonald qui est dans les années 50, qui justement a repris les travaux de Ross et les a formulés de façon un peu plus conventionnelle mathématiquement, je veux dire. Et donc qui a lié, maintenant souvent on parle de modèle de Ross-MacDonald pour certains des modèles de paludisme. Et je conseille ce papier, celui-là est en accès libre. C'est un PLOS pathogène, je crois, qui présente une historique des travaux de Ross et de MacDonald. C'est très intéressant. Et je signalerai aussi les travaux de Dietz, Klaus Dietz, qui a aussi beaucoup bossé sur le paludisme à partir des années 60, la fin des années 60. Plus récent, mais c'est quelqu'un qui a aussi fait des trucs très intéressants. Je reviendrai sur un modèle de Dietz un peu plus tard dans le cours. Ensuite, il y a eu de l'activité, comme je disais, Dietz par exemple, mais pas tant que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les grandes lignes directrices de l'analyse mathématique des modèles épidémiologiques, c'est présent dans la littérature depuis les années 70. Et d'ailleurs, c'est un peu embêtant des fois parce qu'il y a des éléments terminologiques qui ont été choisis à l'époque par des gens qui étaient vraiment des matheux, plutôt des matheux qu'autre chose, euh, qui nous embêtent encore de nos jours. Donc moi, par exemple, vous verrez que dans mon cours, je ne parle pas de modèle SEIR. Je parle de modèle SLIR. Le E, là, c'est exposé. Mais exposé, pour nous, mathématiciens modélisateurs, ça veut dire quelque chose de différent de ce que ça veut dire pour les épidémiologistes. Parce que pour un épidémiologiste, l'exposition, c'est le fait d'entrer en contact, pas forcément avec transmission de la maladie. Alors que pour un mathématicien, l'exposition, c'est la transmission de la maladie et une phase pré-infectieuse. Bon, je reviendrai sur ça. Comme je le disais tout à l'heure, dans les années 2000, on n'était pas nombreux à faire ça. Dans les années 2020, on est beaucoup, beaucoup. Et depuis le début de la Covid-19, par exemple, beaucoup de gens ont publié des modèles en épidémiologie. Alors maintenant, je veux vite fait revenir sur deux aspects qu'on verra plus en détail plus tard. Le premier, c'est l'épidémiologie computationnelle. Alors, je vais dire que, d'ailleurs, là, je ne cite pas, il y avait un papier de Dietz
Je parlais de Dietz tout à l'heure, il y avait un papier de Dietz qui est très intéressant sur le sujet. Mais là, par exemple, jusqu'à peu près jusqu'aux années 80, il y avait des simulations de modèles mathématiques. Donc il y a des papiers très 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 jolis de Baroyan et Ratchev qui ont modélisé la propagation de l'influenza, donc la grippe, euh, en URSS. Euh, Ratchev a aussi publié avec Longini, qui est un grand nom de l'épidémiologie mathématique, à ce sujet. Il y a par exemple des travaux de Antoine Flao et d'autres qui regardaient par exemple en 88 la propagation spatiale de l'influenza en France avec le train et tout ça. Comme je disais, il y a des modèles de Dietz très intéressants sur le paludisme. Euh, Avant, ça ne se faisait pas beaucoup, l'analyse numérique. Enfin, je ne veux pas dire analyse numérique, l'analyse computationnelle, parce que ce n'est pas forcément de l'analyse numérique, mais l'analyse computationnelle des modèles se faisait beaucoup moins. Maintenant, il y a beaucoup de papiers où l'analyse mathématique est absente et l'analyse computationnelle est présente. Je pense que c'est peut-être un tort, parce que je pense que, comme je le disais dans le premier cours, je pense qu'il est toujours bien d'essayer de comprendre un petit peu de quoi le modèle est capable avant de se lancer dans une analyse numérique ou computationnelle extensive. Et je vous montrerai des exemples de pourquoi c'est important dans le cours. Et la dernière chose dont je veux parler, c'est l'utilisation des données. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a eu lieu depuis très longtemps. En fait, si vous regardez la littérature statistique, par exemple, ou probabiliste, l'épidémiologie, la vraie épidémiologie, dans le sens, pas la modélisation mathématique, mais l'épidémiologie a, depuis très longtemps, été une force de transformation des statistiques parce que les gens avaient des données épidémiologiques, souvent de l'épidémiologie de maladies chroniques. Okay, les maladies chroniques, je ne vais pratiquement pas en parler ici, mais c'est les maladies que vous avez, que vous gardez, ou bien par exemple le cancer, enfin toutes sortes de maladies qui ne sont pas infectieuses et pour lesquelles les données sont en général bien meilleures. Eh bien, les statistiques ont beaucoup contribué à l'analyse de ces données et la présence de ces données a aussi beaucoup fait avancer les statistiques. La surveillance en quasi-temps réel des maladies infectieuses, c'est quelque chose d'assez récent. Le réseau Sentinelle, je parlais tout à l'heure de Flao, le réseau Sentinelle a commencé ça, je pense, en 84, si je me rappelle bien, en France. Donc il y a une surveillance de la maladie, enfin, bon, c'était la grippe et une variété d'autres maladies, euh, depuis un certain temps. Mais ça s'est vraiment énormément développé ces dernières années, et en particulier depuis SARS-CoV-2, où là, on a une quantité de données qui est absolument phénoménale. D'accord. euh, Je précise, les données ne sont pas forcément de grande qualité, mais il y a beaucoup de données.